Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous pour la seconde fois Simon Plante. Simon, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Hubert, salut Simon. Salut. Pour les gens qui n'ont pas écouté le premier épisode, je vous le conseille fortement sur notre chaîne YouTube, disponible également sur Apple Podcast. Pour les gens qui ne t'ont pas encore connu de notre communauté, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Oui, bien, moi, avec mon équipe, groupe AG Plante, on travaille à l'intérieur de la financière Banque nationale. Fait que notre mandat principal, c'est gérer les investissements de clients à travers la province. On gère environ 1,3 milliard de dollars pour des clients partout au Québec. Puis évidemment, aussi, on a un volet où on donne du conseil en gestion de patrimoine, planification financière. Génial, génial, c'est super. Puis la dernière fois, on avait parlé de plusieurs choses là, palpitantes. On a eu la chance aussi de discuter à quelques reprises hors ondes. Pour commencer, on enregistre l'épisode, là, on est le 24 mai. Beaucoup de gens nous posent des questions sur la bourse, l'investissement. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'évolutions depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre en été 2023? Je pense que c'est intéressant d'avoir ta perspective, veut pas, un peu de hauteur là, sur tous les actifs que vous gérez. Comment vous amorcez ça là, l'été 2023? Oui, même si on a un beau rebond depuis le début de l'année, si on prend le pouls des investisseurs, le sentiment il est vraiment encore pessimiste. Là. Donc, si on regarde en ce moment le degré de confiance des investisseurs, c'est aussi faible qu'on avait au début du COVID. Puis là, on l'oublie, là, mais au début du COVID, on était à la maison, on ne savait pas si les gouvernements allaient intervenir, si on allait trouver un vaccin, quand les gens allaient retrouver le travail. Puis le degré d'incertitude, dans le fond, de méfiance d'investisseurs est aussi élevé qu'à ce moment-là. Puis même, il faut remonter jusqu'à la crise financière. Fait qu'actuellement, les gens sont encore pessimistes parce qu'on vit encore une réalité qu'on a parlé la dernière fois. On parlait de l'inflation, c'est encore là. La guerre en Ukraine est encore là. Puis là, on parle de cet été. Qu'est-ce qui fait la manchette? On parle du plafond de la dette américaine. Fait que le paysage, le tempérament de l'investisseur, pour la majorité, c'est encore de la méfiance. Mm-hmm. Et puis, parlons-en un peu, là, le fameux plafond de la dette américaine. Est-ce que tu pourrais résumer ça brièvement pour les gens qui ne connaissent pas trop ça? Oui, bien c'est sûr que c'est pas la première fois. Ça fait depuis 10 ans, on vit cette situation-là où il y a des tensions entre les parties pour pouvoir avoir une entente pour permettre de rehausser le plafond de la dette. Ça permet au gouvernement de continuer d'emprunter, ce qui va justement supporter des dépenses comme les employés fédéraux, etc. Donc, là, il y a un enjeu qu'on vit encore une fois où que les parties tiennent leur bout, puis on va aller jusqu'à probablement -1 jusqu'à temps qu'il y ait une entente, probablement. Parce que je pense qu'il n'y a personne des deux parties qui va être identifié comme la personne qui met vraiment du sable dans l'engrenage et qui créerait des dommages vraiment catastrophiques si on a le goût d'aller avec notre imagination puis d'aller avec le pire des scénarios. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui lit les journaux, puis c'est la chose principale dont on parle actuellement dans les pages économiques, c'est sûr que ces gens-là, ça les rend encore plus inquiets. Oui. C'est sûr que ça fait peur, veut pas. On est très proche là, de la communauté, puis en ce moment, on reçoit des messages, puis je lis des courriels des fois de gens qui se posent des questions par rapport justement à la fête de certaines banques américaines. Mais somme toute, est-ce que, Sim, je pense qu'on en a déjà parlé, c'est cyclique. Sim, c'est un peu, c'est un peu malin. Mais les fameux cycles, est-ce que Simon, avec un C, c'est quelque chose que tu es habitué de voir, une situation comme ça, ou c'est quand même particulier depuis le début de ta carrière? Non, il y a eu d'autres moments où ce genre de négociation-là a été encore plus, à mon avis, inquiétant. Puis moi, ce que je rappelle aux gens, puis je leur donne tout le temps l'idée, c'est quand on parle de la bourse, le monde souvent il se spécialise à étudier pas les entreprises dans lesquelles ils investissent ou d'étudier le marché en général, ils se spécialisent à étudier l'actualité. Puis là, ils sont tout le temps en mode réaction par rapport à ça. Puis je donne un exemple, mais tu sais, si, exemple, Simon Hubert, vous vouliez acheter une entreprise demain matin, disons un restaurant qui n'est pas loin de chez vous. Quand vous allez faire tout votre processus pour voir si c'est un investissement intéressant, le plafond de la dette américaine ou des sujets macroéconomiques, ça va être probablement en bas de votre liste si c'est sur la liste tout court. Vous allez regarder plus
écoute, c'est quoi l'équipe de direction qui est là, les cuisiniers, c'est quoi la nourriture, on est-tu dans une belle artère, c'est quoi la réputation, y a-tu de l'achalandage? C'est ce on va focuser là-dessus. La, la, tout ce qui entoure les nouvelles macroéconomiques, c'est pas vraiment ça qui va avoir un impact dans 5 ans sur les bénéfices de ce restaurant-là. Fait que quand on place en valeur mobilière en bourse, on achète des parts d'entreprise. C'est beaucoup plus important de dire l'entreprise, là, d'après moi, son secteur d'activité va être situé où dans 5 ans? Ça va être quoi les marges de profit? C'est quoi le talent de l'équipe de direction? C'est quoi qu'est-ce qui fait que cette entreprise-là est distincte par rapport aux compétiteurs? Puis même chose, la bourse, si on regarde comment elle fluctue, si on étudie les marchés, comment elle fluctue historiquement dans des périodes d'incertitude, je pense que c'est plus de canaliser notre énergie au bon endroit que de focuser sur spéculer sur comment le marché va peut-être réagir par rapport à la prochaine nouvelle. Puis, moi, je dis au monde, si on n'a pas appris depuis 3 ans ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça nous prend parce que, écoute, qui au 1er janvier 2020 avait prédit l'amplitude de la crise qu'on a eue sanitaire qui était causée par le COVID? Quand la bourse a chuté, on n'aurait jamais imaginé le rebond. Au 1er janvier 2022, on n'aurait pas imaginé la crise en Ukraine. Puis malgré tout ça, cette année, tu vois, il y a, entre autres, l'indice du Nasdaq est en hausse d'à peu près 17 on ne peut pas le deviner à la direction du marché en fonction de ce qui fait les manchettes. Non, c'est fascinant. Puis je pense que veut pas, c'est, euh, c'est tellement intemporel. Il y a tellement d'imprévus et de choses qu'on peut juste pas planifier. C'est fascinant. On l'a vécu dans les dernières années, comme tu l'as dit. C'est un univers qui est. Parce que hier, on avait fait un webinaire justement, puis les gens disaient c'est quand le bon moment de timer, par exemple, de faire du DCA ou des trucs comme ça. Puis là, Ouais. Sim, il y avait une super bonne réponse qui disait que c'est impossible, puis il montrait le graphique, quand lui il achetait, puis c'est juste sporadiquement à chaque semaine, peu importe, nouvelle, right? C'est quand même. Non, puis il y a une étude dans un webinaire qu'on avait fait en ligne, nous autres, notre équipe aussi, on montrait que si quelqu'un avait 1000 $ à investir, on va dire depuis 10 ans, puis l'investir dans un portefeuille équilibré, qui a du revenu fixe, des actions canadiennes, internationales, américaines. Puis là, disons, tu divises ton 1000 $ en 12 dépôts, une fois par mois, là, à peu près 80 par mois, 80 $ par mois. Tu fais ça pendant 10 ans. Avec cet indice-là de référence, ton rendement était à peu près de 6,2 par année environ. Puis, si à la place, tu avais été la personne qui dit non, moi, je vais déposer une fois par année mon 1000 $, puis ça tombait exactement au pire timing où le portefeuille typique aurait atteint son sommet dans l'année civile, ton rendement au bout de la ligne là, aurait peut-être été amputé de 0,5 %. Puis l'inverse aurait été vrai si tu avais trouvé le fameux creux de marché. Fait que ce qui compte, c'est d'avoir un processus, d'y croire, puis en anglais, stick to it. Puis je pense que c'est le temps dans le marché qui fait que la magie du rendement composé va faire son œuvre. Absolument. Puis parlant un peu justement de tendance, là, la bulle de l'IA, c'est une question qu'on avait reçue hier, justement aussi par rapport à l'intelligence artificielle. C'était, on se faisait demander comment investir dans l'intelligence artificielle. Puis Sim avec un S, je serais curieux de t'entendre avant. C'est quoi ta philosophie par rapport à ça? Puis après ça, Ben, moi, c'est ce que j'ai dit hier au webinaire. Je pense que les petites compagnies comme les startups vont se faire manger par les grosses compagnies en intelligence artificielle. Puis le gros problème qu'on voit, tu sais, nous, avec nos pages Instagram, etc., c'est que les questions qui viennent, c'est hey, connais-tu un FNB sur l'intelligence artificielle? As-tu un nouveau truc? Puis les gens vont un peu toujours se pitcher sur la nouvelle affaire, la nouvelle technologie ou la nouvelle bébelle qui va sortir. Puis je disais. J'en ai parlé d'ailleurs au webinaire. Je pense que c'est Fidelity qui avait fait l'étude ou Vanguard, un des deux, et il disait que les gens qui modifiaient leur portefeuille pour essayer de trouver les nouvelles tendances, ben, ils faisaient habituellement 2,5 fois moins que ceux qui faisaient, comme tu as dit, stick to it, qui gardaient leurs investissements. Puis moi, je pense que le Nasdaq pourrait être une belle alternative plutôt que de chercher quelle compagnie technologique va exploser. Moi, personnellement, je stickerais sur le Nasdaq, en tout cas vu que c'est une compagnie sur deux en techno. Puis ça, c'est mon take par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense que ça va exploser. Après, on le sait pas. Puis je sais pas, d'ailleurs, Simon, j'avais une question pour toi. Si tu avais lu le livre de Michel Villa qui s'appelle
Pile et face sur les émotions de la bourse. Je sais pas si tu l'as lu. Je connais Michel, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lire son livre. Non. Bon, bah, il y a il parle d'une étude de CXO Advisory Group qui analyse les prédictions des gourous financiers, tu sais, qu'on entend partout, puis qui se plantent à 48%. Ils ont raison, en fait, à 48% du temps qu'ils disent des choses. Puis je lisais autre chose aussi sur toutes les grosses banques qui disent, ah, moi, je pense que cette année, le S&P 500 va finir à tel euh, point, puis qui sont habituellement dans le champ, mais de beaucoup, qu'il y en a puis c'est tous les gros groupes. Donc moi, c'est ça, j'essaye plus de timer le marché ou j'essaye pas de prédire. Je me dis, j'achète, j'ai de l'argent qui tombe, que ce soit un mercredi ou un lundi ou un jeudi, j'achète sur le marché. Puis pour ce que je veux faire, puis mes compétences, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Après, j'aimerais pas être dans tes bottines de gérer l'argent des autres. J'aimerais vraiment pas ça. Là, je suppose que vous avez plus de stratégie, etc. Mais pour mon petit me, myself, là, puis ma famille, je pense que d'acheter à chaque fois que j'ai de l'argent, ça a été à date une des clés du succès depuis plus de 10 ans maintenant. Non, puis pour enchérir par rapport justement à ce que tu mentionnes, les prédictions de marché, je suis d'accord avec toi parce que le meilleur stratège, lorsqu'il fait une cible où, disons, le S&P 500 devrait être au 31 décembre, disons, de 2023, il va prendre toute l'information qu'on a cumulée dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, puis il prend les nouvelles actuelles, il se fait une belle thèse qui est hyper logique avec une cible, mais qu'est-ce qu'il ignore dans son calcul? C'est tous les futurs éléments improbables, probable. Puis on sait la bourse est hyper sensible à ces nouvelles-là, de ce qui va se passer entre aujourd'hui et le 31 décembre. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont arriver. C'est sûr que ta cible va être en mouvement. Donc, à la place, c'est mieux de focuser sur ce que tu contrôles. Comme tu as dit, automatiquement épargner de l'argent, un pourcentage par rapport à ton salaire, ça va être déjà un gros morceau qui va t'amener vers l'indépendance financière dans un véhicule de placement qui va te donner une performance raisonnable. Par exemple, un fonds indiciel, je pense que ça va faire un FNB, excuse-moi, va donner un bon résultat. Puis si je ramène sur des thématiques, nous, notre côté, notre équipe, c'est sûr que ce qu'on fait, c'est un peu comme la base que vous décrivez, on fait une stratégie de répartition d'actifs qui est logique sur des besoins de liquidité, le moment où on est dans notre vie. Après, on va s'exposer au grand marché, mais on va avoir des déviations sur des grandes thématiques qu'on pense qui vont être porteuses sur 5 à 10 ans. Mais le fait d'être patient, ça, c'est notre avantage concurrentiel. Aujourd'hui, le monde détient des titres environ 7 mois. Puis, tu sais, Warren Buffett et Charlie Munger de Berkshire Hathaway disent toujours la bourse, c'est une manière d'enrichir, d'amener de l'argent de l'impatient vers le patient. Parce que faut donner du temps. Quand tu achètes une entreprise privée, demain matin, je parle de mon resto, tu t'attends pas en 7 mois que l'entreprise complètement ait ouvert d'autres branches, d'autres succursales dans d'autres régions. Tu dis, ben là, il faut changer la culture d'entreprise, il faut mettre de la technologie. Ça prend du temps. Ben, avec une entreprise privée, c'est la même chose. Au niveau de l'intelligence artificielle, les gens peuvent être surpris qu'ils en ont déjà beaucoup dans leur portefeuille sans le savoir. Parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, puis je pense qu'on va en parler encore beaucoup parce que on vient juste d'avoir une bribe là, avec les modèles de LLM, le Language Learning Model. On voit ChatGPT, il y a 6 mois, on n'aurait pas parlé. Puis aujourd'hui, moi, en tout cas, je l'utilise sur une base quotidienne. Puis on voit le pouvoir de ça, ce que ça peut avoir. Puis, on n'a pas encore, en ce moment, il y a plein de grandes compagnies technologiques qui travaillent en recherche et développement. Puis comme avec ChatGPT et OpenAI, on peut avoir des surprises comme ça, de nouvelles technologies qui vont changer notre quotidien. Que ce soit dans les ordinateurs quantiques, que ce soit avec d'autres modèles de AI. Ce qui va se passer, quelqu'un qui veut se positionner là-dedans, je pense qu'il y a 3 avenues. Soit qu'il va chercher un pure play de AI. Puis là, je dis qu'il faut vraiment être prudent parce que le meilleur exemple que je donne, c'est quand on a vu Netscape arriver en bourse avec les engins de recherche, qui aurait parié sur Google? Entre-temps, tu avais eu Ask Jeeves, tu avais AltaVista, tu avais Yahoo. Trouver le gagnant, ça va être très difficile, mais quelqu'un peut le faire. Mais moi, je pense que ça reste quand même la spéculation. Vous et moi, on est en dehors de notre cercle de compétences. On n'a pas des doctorats en ingénierie informatique. Après, il y a les grandes compagnies de technologie. On l'a vu là, des résultats de Meta. On voit avec Microsoft puis d'autres, où je regarde des sociétés comme ServiceNow. Il y a des compagnies qui vont vraiment intégrer du Generative AI pour vraiment optimiser leur infrastructure actuelle. Fait qu'on est déjà exposé là.
Puis finalement, il va y avoir des entreprises traditionnelles. En fait, autant que les entreprises traditionnelles ont incorporé une stratégie numérique. Tu sais, aujourd'hui, quel magasin ou restaurant n'a pas une stratégie numérique pour faire de la commande en ligne, de la livraison? Ben, ça va être la même chose. Les entreprises traditionnelles vont incorporer l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité des employés, augmenter la qualité de l'expérience au niveau du consommateur. Donc, je pense qu'avec le temps, on va être beaucoup plus exposé à l'intelligence artificielle, même avec notre stratégie actuelle. Je suis curieux de t'entendre. Pourquoi tu utilises ChatGPT de ton côté, toi, Simon? Bien, moi, je veux dire, j'utilise de différents points. Donc, quand je veux composer un texte, souvent, je vais poser des questions pour avoir justement des idées pour remplir mon texte, mais tout simplement pour corriger mon texte, l'améliorer. On fait tellement des gains de productivité. Puis, je dois t'avouer que j'utilise beaucoup quand je fais de la recherche sur un titre. Souvent, on va dans un nouveau secteur, puis j'avais toujours le réflexe d'aller sur Google pour avoir un peu une idée sur l'industrie. Bien, aujourd'hui, je questionne aussi ChatGPT pour avoir vraiment un coup d'œil. Je ne pense pas qu'on a encore une expertise granulaire qui est encore poussée. Le modèle s'améliore constamment. Mais il y a vraiment des gains de productivité à ce niveau-là de notre côté, là. Ouais, c'est quand même fascinant quand on y pense parce que, tu sais, avant, on pensait à un clic, mais au lieu de juste poser la question, il va aller vraiment chercher toutes les pages les plus pertinentes, synthétiser tout ça, le livrer. Fait que c'est quand même cool, là, en termes d'augmentation de productivité. Tu as parlé brièvement, là, justement, quand tu fais des recherches de nouveaux secteurs et tout. Lesquels, en ce moment, attirent ton attention en termes si on y va, mettons, plus par secteur? Oui, si on regarde, tu sais, quand je parle, on étudie l'actualité, je ne dis pas de l'ignorer, mais je ne dis pas de réagir pour toujours positionner le portefeuille parce qu'on va être tout le temps en retard par rapport à ça. Mais par contre, l'actualité, c'est important, entre autres, pour voir ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui va être influencé. Fait que tu me demandes des facteurs qui m'ont amené à me positionner pour l'avenir. Je donne un exemple. La guerre en Ukraine, c'est significatif, les conséquences que ça va avoir à long terme. Tu sais, je vais donner un exemple, c'est la sécurité alimentaire. Il y avait un article ce matin dans le Financial Times encore qui mentionnait à quel point il y a de l'inflation alimentaire en Europe, c'est incroyable. Donc, si on est un pays européen, puis le reste du monde a appris de l'expérience de ce qui se passe, parce que le garde-manger à un certain degré pour les Européens, c'est en Ukraine, bien, comment je peux assurer en tant que nation ou en tant qu'entreprise agroalimentaire une capacité d'avoir accès à avoir des ressources? Okay? Est-ce que je peux diversifier mes ressources? Puis, est-ce que l'industrie agricole peut se professionnaliser davantage pour être encore plus productif? Donc, il y a une grande thématique, je pense, de sécurité alimentaire qui va être là. Une autre thématique, c'est la sécurité énergétique qui est encore exposée avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, on fait une transition vers une énergie qui est propre. Par contre, la réalité, c'est qu'on consomme des milliards de litres encore de pétrole, d'énergie fossile. Il faut avoir des collaborateurs qui sont dans des nations qui ont un peu la même philosophie qu'on a ici en Amérique du Nord et les pays de l'Occident. Donc, je pense que le Canada, on est très bien développé, bien positionné par rapport à ça, puis on est en train d'avoir des infrastructures pour exporter justement cette énergie-là. Une autre thématique, c'est justement décarboner l'économie. C'est cette volonté-là. Il y a 3 gros budgets aux États-Unis qui ont été déployés, des projets de loi, puis il y a des enveloppes d'environ 400 milliards pour justement, entre autres, favoriser la décarbonisation de l'économie. Puis ça se déploie sur des stratégies d'énergie verte, que ce soit de l'hydrogène, mais aussi des entreprises d'exemple camionnage qui veulent réduire leur propre empreinte carbonique. Ça va affecter plein de secteurs. Puis ça, c'est des secteurs où le marché total adressable, il est énorme. Puis peut-être un dernier qui me vient à l'esprit, encore causé par, entre autres, la guerre en Ukraine, les tensions que les Américains ont avec la Chine, puis aussi ce que le COVID a créé, c'est un enjeu de chaîne d'approvisionnement. Donc, tout fabriquer uniquement dans un pays comme la Chine, est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être pas. Peut-être c'est mieux d'avoir plusieurs manufactures distribuées un peu partout dans le monde pour assurer qu'on a moins de friction dans la chaîne d'approvisionnement. Là, on voit un gros phénomène de onshoring, ramener de la fabrication. Fait que derrière ça, il va y avoir des gros projets de construction. Il y a déjà 8 gros projets de semi-conducteurs qui ont été annoncés aux États-Unis. Il manque de main-d'œuvre, il y a de l'automatisation. Fait que moi, personnellement, quand je vois les nouvelles actuellement, puis moi, on parle du plafond de la dette, de l'autre côté,
ça reste qu'il y a des capitaux qui migrent massivement juste sur cette poignée de thématiques-là que je mentionne. Je pense qu'on est capable de se positionner. Puis si on est patient, sur 5 à 10 ans, on va voir justement, je pense, des capitaux migrer dans ces secteurs-là, des entreprises qui vont augmenter le chiffre d'affaires. Puis ce qui amène un titre à progresser là, sur 10 ans, 70% de la progression va être liée à l'augmentation de son chiffre d'affaires. On veut des entreprises, les investisseurs récompensent des entreprises qui ont une croissance des ventes. C'est quand même fascinant de voir, c'est vrai, l'impact un peu macroéconomique, là, parce que, tu sais, il y a l'Ukraine, mais il y a aussi, c'est ça, la Chine, puis en plus de ça, l'espèce d'indépendantisme qu'on est en train de voir. On parle un peu de démondialisation aussi. J'imagine que c'est dans ce thème-là où c'est justement l'Amérique du Nord va avoir de plus en plus de développement d'affaires. C'est quand même, je n'avais pas pensé, mais ultimement, c'est vrai que tous ces facteurs-là forcent justement une migration des capitaux. Là. C'est quand même fascinant. Oui, puis tu sais, si on donne un comparable de grandes thématiques, je te dirais, les 10 dernières années, c'était quoi? C'était la numérisation du commerce. On a vu des nouveaux modèles d'affaires de réseaux sociaux, numérisation du commerce pour le consommateur, business to business, ça va rester pertinent. Mais je veux dire, le passé, c'est toujours des thématiques. Tu sais, moi, ça fait 20 ans, je fais bientôt 20 ans que je suis dans le domaine. Je me rappelle, moi, en 2004, la thématique, on disait que c'était peak oil. Il n'y a plus assez de pétrole. Là, écoute, on remonte en 2020, le pétrole il était négatif. C'est toujours des thématiques. Fait que l'idée, c'est pas d'essayer de deviner c'est quoi les prochaines thématiques. Mais on est capable en temps réel de regarder où les capitaux migrent, c'est quoi les priorités des acteurs mondiaux, des entreprises, des priorités du consommateur. Puis, c'est de trouver qui va tirer son épingle du jeu là-dedans. Intéressant. Il y avait aussi un sujet que je trouve intéressant qu'on voulait aborder. Justement, la prochaine décennie, qui, dans le fond, qui ne serait pas nécessairement celle de la gestion indicielle. Je serais curieux de t'entendre à ce niveau-là. Oui, bien, le commentaire qu'on peut parler de ça, l'idée, c'est pas de dire gestion active ou gestion indicielle. Ça peut être les deux. Okay? Puis aussi, il y a son tempérament d'investisseur qu'il faut reconnaître. Puis au dernier podcast, avec vous, j'en parlais, je disais, c'est rare que tu vois des disputes entre investisseurs immobiliers qui disent c'est quoi la bonne manière de faire de l'argent en immobilier. Il y en a qui font, ils vont acheter des maisons, les rénover, les revendre, d'autres font du multilogement, d'autres ils vont acheter des terrains, ils vont les délotir. Il y a plein de manières. Puis en bourse, c'est la même chose. Il faut trouver c'est quoi mon X, dans quoi je suis à l'aise. Au niveau de la gestion indicielle, je dis aux gens qu'il faut être un petit peu prudent par contre. Puis là, je m'explique, c'est que quand on lit la documentation, puis il y a des excellents livres, puis j'y crois à la gestion indicielle, puis ça va rester, mais il faut nuancer parce que souvent, les gestions indicielles, le référent qu'on va donner, c'est le S&P 500 depuis 10 ans. Donc, quelqu'un dit, si tu avais investi dans le S&P 500, ton rendement aurait été entre 10 à 14 % dépendant de ton échantillon de temps. Donc, évidemment, tu aurais fait mieux que bien des gestionnaires actifs. Puis c'est vrai, c'est un fait. Le point que je mentionne là-dedans, c'est deux choses que je vais mentionner. Un, c'est que c'est un peu un biais de sélection parce que si on regarde d'autres indices comme les indices internationaux en Europe, les indices canadiens, on est loin d'avoir eu une performance similaire. La performance est autour de 5,5, 6 % par année. Donc, il faut faire attention que c'était très spécifique à un pays, une région géographique, les États-Unis. L'autre point aussi, si on remonte à 2013, ça a été l'émergence des sociétés des grandes technologies. Donc, si on prend 6 compagnies, Netflix, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook et Apple, ces 6 compagnies-là réunies ensemble, il y a 10 ans exactement, c'était à peu près 5 % de l'indice. Okay? Mais elles ont augmenté de 500 % depuis 10 ans. Puis aujourd'hui, ils ont 25 % du poids dans l'indice. Okay? C'est arrivé une seule fois dans l'histoire du S&P 500, un phénomène comme ça. C'était dans les années 60 où il y avait une époque, ça s'appelait les Nifty 50. C'était des conglomérats qui étaient des acquéreurs en série. Puis on a vu 5 joueurs passer de 5 % de composants de l'indice à 25 %. Mais aujourd'hui, si on ramène ça dans les 10 dernières années, si j'avais tassé ces 6 compagnies-là de l'indice, puis je dis, hey, le S&P 500, là, les 494 autres compagnies, ça a été quoi le rendement de ces compagnies-là sous-jacentes? Bien, la performance a été similaire au TSX, environ 5,5 % de rendement par année. Grosso modo, le point, c'est que si tu n'étais pas dans un de ces 6 grandes compagnies de technologie-là, ou plus, tu as manqué le bateau.
Okay? Fait que c'est pour ça qu'un gestionnaire actif qui fait des choix à la carte, puis un carré de sable de 500 sociétés, ça se peut qu'il a raté ces 6 grosses compagnies-là. Puis là, c'est sûr, lorsqu'il se compare, il sous-performe. Puis là, on dit, ben, tu vois, si tu avais acheté l'indice, tu aurais été sûr d'y participer. Là, la question, c'est qu'aujourd'hui, c'est que ces 6 mastodontes-là, là, puis on regarde vers l'avenir, est-ce qu'ils vont avoir la même progression? C'est une question à se poser. Puis si elles font du surplace, c'est savoir un poids sur l'indice. Donc, ce que je dis aux gens, c'est qu'on fonctionne en probabilité. Fait qu'il faut se dire que c'est quoi les probabilités qu'une poignée de titres, que ce soit d'autres compagnies, là, que 5 compagnies amènent à peu près plus de 50 de la performance sur un indice, c'est peut-être faible. Ce n'est pas zéro non plus. Donc, en tant qu'investisseur, si en ce moment, je fais mon plan de match, je suis un jeune investisseur comme vous autres, je m'enligne sur les 10 prochaines années, moi, j'aurais un biais sur une approche qui est mixte. Je ne dis pas complètement de tasser la gestion indicielle, mais j'inclurais aussi la gestion active parce qu'il faut admettre que quand on donne les avantages de la stratégie indicielle, c'est souvent on va nicher sur un pays géographique puis des circonstances historiques exceptionnelles. Mais en ayant un portfolio d'indices bien diversifié, en un sens, en étant exposé au Canada et aux États-Unis, est-ce que justement cette approche diversifiée-là fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'avoir une gestion active essentiellement? Parce que on peut y aller par secteur, par exemple, le secteur énergétique nord-américain. On peut aller chercher un indice à ce niveau-là. Ouais. Oui, bien, c'est une bonne question. Puis quand on parle de la stratégie indicielle, on peut y aller avec une diversification géographique, puis après sectorielle. Plus qu'on ajoute des critères, plus qu'on va complexifier, puis nos rendements vont venir similaires à une gestion active à acheter des titres individuels. Mais tu sais, comme tu mentionnes, si quelqu'un avait une stratégie depuis 10 ans où il a misé, exemple, un tiers au Canada, un tiers aux États-Unis, un tiers à l'international, puis ça fait que son rendement global il est moins bon que le S&P 500, je ne pense pas que je serais dans le regret d'avoir établi une telle stratégie parce que ça reste très raisonnable. C'est facile, avec du recul, de voir ce qu'on aurait pu faire, mais il y aurait tellement eu d'autres possibilités. Donc, je regarde l'avenir, la même stratégie peut être adoptée. Quelqu'un peut faire une diversification géographique. Par contre, moi, mon point, c'est quand on fait un rendement historique, si on fait juste prendre l'indice qui a plus performé, puis on le sélectionne comme référent pour comparer des stratégies actives par rapport à une gestion passive, je pense qu'on corrompt un peu notre processus de sélection. Par contre, si on compare notre gestion active, on devrait la comparer avec une gestion indicielle qui est diversifiée. Donc, c'est encore là sa place pour l'avenir. On peut toucher plusieurs secteurs. Mais ça reste que, est-ce qu'on va avoir la même performance qu'on a eu dans le passé? Ben, peut-être pas. Peut-être la prochaine décennie. Il n'y a pas un indice qui va se démarquer comme le S&P 500 l'a fait dans les 10 dernières années. Puis maintenant, après, on peut rajouter des couches de thématiques, comme tu as mentionné, avec des FNB qui sont spécialisés, soit dans des secteurs d'activité, comme j'ai mentionné. Ça a toujours sa place. Comme je dis, moi, il n'y a pas dans notre équipe, on a une gestion qui combine une stratégie indicielle. Puis on a aussi une stratégie où on achète directement des sociétés individuelles. Puis je vais te dire, c'est que ça dépend aussi de ton tempérament d'investisseur. Quand je parle aussi de stratégie de sélection de titres, quelqu'un peut dire, moi, je vais acheter des titres de qualité activement. Ce n'est pas pour battre le marché, c'est pour investir avec, je dirais, un gilet de sauvetage. Je m'explique. On a des familles, par exemple, qui ont eu des entreprises familiales, qui ont eu beaucoup de succès, puis à un moment donné, ils ont eu une société concurrente, les achètent, ils ont un moment de liquidité, puis ils ont une somme significative à investir. Ces gens-là viennent nous voir, puis sont sur le spectrum du risque, sont dans une position qui est particulière. Ils se disent, ben moi, d'un côté, je ne veux pas nécessairement être en placement garanti à 100 % puis faire des rendements de 3 ou 4 % qui sont pleinement imposables. L'autre côté, acheter un indice ou être exposé au marché puis les aléas. Puis pour ceux qui ont de l'expérience, à un certain moment, exemple, avoir un fonds, un FNB indiciel qui suit la bourse de Toronto, c'était avoir un tiers de notre argent dans Nortel. Il y a des gens qui se rappellent encore de cette époque-là puis ils disent, je ne suis pas prêt à acheter n'importe quoi. Donc, je veux investir en bourse, mais je veux un gilet de sauvetage. Mon gilet de sauvetage, c'est des critères de sélection, des compagnies rentables, ratios d'endettement qui sont peu élevés, dans des secteurs relativement matures. Ils donnent des revenus de dividendes prévisibles. Ce qui fait qu'on va bâtir pour ces gens-là des fois un portefeuille qui va donner une performance supérieure à ce qu'ils pourraient avoir en revenu fixe. Mais bien souvent, il va sous-performer l'indice
parce que dans des périodes d'expansion où il y a de la spéculation, c'est sûr que leur portefeuille est beaucoup plus passif. Ce qui fait que, mais le mandat, il remplit amplement la fonction qu'elle doit avoir, c'est de donner un rendement qui est satisfaisant pour un degré de risque qui est raisonnable. Puis ces gens-là, leur priorité principale, c'est d'optimiser la performance, mais en premier, c'est d'assurer une protection du capital pour le transmettre à la prochaine génération. Moi, je pense qu'il y a très peu de monde qui devrait avoir 100% de leur argent dans le S&P 500 de toute façon. Je Ouais, pense que c'est dans le sens que quelqu'un qui vient te voir, par exemple, toi, tu t'occupes quand même des gens qui ont de l'argent. On va se le dire, ton groupe est quand même spécialisé, je crois, là-dedans, si je ne me trompe pas. Puis, à un moment donné, on en a parlé la fois passée quand on est allé déjeuner, mais pour certains, que tu aies 5 millions ou 20 millions, ta vie ne changera pas drastiquement. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui sait déjà qu'en plaçant dans du, écoute, 7-8%, il va être déjà atteindre ses objectifs et être super content. Pourquoi le gars ou la fille te dirait, hey, moi, je veux aller vraiment chercher du 10-15% comme le S&P 500? Ça a juste zéro rapport. Donc, je suis content que tu le dises parce que nous, on parle beaucoup du S&P 500, mais je veux pas non plus galvauder un petit peu que le S&P 500, tu devrais te pitcher là-dedans, puis fais juste investir dans le S&P 500, puis garde-le parce que je lisais, là, c'est Fabien Major qui partageait ça, un article de la presse, que les gens gardent en moyenne leur FNB quelques années à peine, alors que normalement, tu devrais être censé garder ton FNB le plus longtemps possible, puisqu'on sait que la bourse investissement, c'est du long terme, un peu comme le restaurant, tu disais. C'est pas au bout de 7 mois que tu dis, oh, ça n'a pas bien marché cette année, je tire la plug puis je ferme mon resto. Sinon, il y aurait zéro entrepreneur qui aurait du succès dans la vie. C'est le temps qui va faire que ça fonctionne. Et oui, le S&P 500, c'est un bon indice de référence, mais je pense qu'on pourrait regarder aussi le TSX, le CAC 40, le DAX et tous ces indices-là parce que on est, nous aussi, coupables de se dire, ah oui, la bourse, ça marche, je regarde le S&P 500, mais tu sais, les marchés émergents, c'est quoi, 4,5% dernièrement? Les marchés internationaux, peut-être 6 ou 7% depuis les 10 dernières années. Donc, il n'y a pas juste le S&P 500 ou le Nasdaq qui fonctionne dans la vie et très peu de personnes devraient être à 100% investies dans le S&P 500. Oui, puis vous faites un bon travail à ce niveau-là parce que souvent les gens, pourquoi je parle de S&P 500, c'est souvent tu regardes ce qui était payant, puis la nature humaine, c'est c'est là-dedans que je vais investir. Ouais. C'est pas attrayant d'investir dans un placement qui a rapporté 4% depuis des années. Mais Non, comme tu dis, quelqu'un peut, avec vos coachings, peut être éduqué à bâtir un portefeuille similaire à un fonds de pension, surtout si la personne n'a pas de fonds de pension, bien diversifié. Puis tu as touché un autre point, c'est que ce qui détermine ton rendement à long terme, c'est les frais de gestion, où tu es investi, dans quel produit, on vient d'en parler. Puis finalement, c'est le tempérament, puis la nature humaine, elle ne change pas. Puis c'est là, entre autres, qu'il faut toujours rappeler aux gens d'avoir les bons réflexes malgré toutes les incertitudes qu'on vit au quotidien dans les marchés. Non, c'est clair. J'avais une question concernant les monopoles, justement, le fait que le S&P 500, bon, à 25%, c'est les 6 grandes entreprises technologiques. Est-ce que, le pouvoir des monopoles, on a vu, bon, Google, Microsoft avec Activision, Blizzard, est-ce que, les monopoles vont continuer à exister? Puis, parce qu'une façon de voir les choses, c'est de se dire, le S&P 500, pourquoi est-ce qu'il peut rester performant? C'est que justement, ces 6 grosses entreprises-là continuent d'acquérir les plus petites puis d'avoir un peu, justement, comme dans les années 50-60. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible également ou est-ce que c'est, évidemment, eux, ils ne se laisseront pas ralentir, ils sont conscients qu'ultimement, il faut qu'ils augmentent leurs revenus pour que leur coût de l'action augmente. Fait eux, ils vont sûrement se défendre, j'imagine, en créant une espèce de monopole puis une machine à acquisition d'entreprise. Ouais. Si on regarde dans l'histoire les principaux sociétés inscrites au niveau du Dow Jones, les 30 plus grandes compagnies, si on regarde une photo des entreprises qui étaient inscrites en 1980 et aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes. Éventuellement, les entreprises, à très long terme, ils érodent leur avantage concurrentiel. Les sociétés actuellement, les grandes compagnies de technologie ont des positions très solides. Je ne pense pas que ça va se désagréger la veille. Je pense qu'il y a encore une belle position pour l'avenir. La croissance par acquisition, ça va être vraiment un défi pour ces grandes compagnies de technologie-là parce que les régulateurs réalisent, ils ont été en retard au niveau de réglementer, d'encadrer ce secteur-là. Par contre, il n'y a rien qui les empêche de croître de manière organique. Le partenariat que Microsoft a avec OpenAI, je pense que ça va leur ouvrir complètement une nouvelle part de marché. Récemment, Meta
il y a eu une fuite au niveau pour divulguer son projet d'intelligence artificielle, puis ça a l'air phénoménal. Déjà, le monde bâtit des nouveaux modèles d'affaires en utilisant leurs algos, même s'ils n'ont pas les droits d'exploitation, puis ils vont avoir un beau potentiel là. Je pense que ces compagnies-là vont être capables, vont continuer d'investir massivement de manière organique pour se réinventer. Le temps va le permettre de voir s'ils vont être capables de créer des nouvelles lignes d'affaires. Leurs lignes d'affaires actuelles sont encore pertinentes, c'est certain. Mais je pense que ça va être un défi pour les projets. Imaginez Mark Zuckerberg acheter le futur Instagram. Je pense que ça va être vraiment un défi pour ces entreprises-là. On le voit déjà par les régulateurs autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Ils se sont gâtés dans le passé, là. Je pense qu'ils avaient tout ce qu'ils pouvaient pour le faire, puis ils auraient été bêtes de ne pas le faire, là. Les Apple, les Amazon, les Google de ce monde, les acquisitions et Microsoft, ça a été incroyable pour eux. C'était une ruée vers l'or, là. C'était une des bonnes, je pense que c'était une des bonnes méthodes pour croître grâce à l'acquisition. Ah, définitivement. Il y a une dernière question pour l'entrevue d'aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de gens dans notre communauté qui aiment se partir des salles qui ont des entreprises, qui ont envie de bâtir quelque chose. C'est plus une question sur ton vécu, ton parcours. Veux pas, tu as eu un super succès là, en affaires. Pour des gens qui commencent, c'est la fameuse question comment réussir en affaires. Qu'est-ce que tu pourrais donner pour ces gens-là? Pour nous. Ouais, ben écoute, moi je pense que si on se lance en affaires, ça prend un degré d'obsession, dans le sens que la vie nous lance tellement de bruit que je pense que les gens qui ont le plus de talent d'emblée à séparer de l'utile de l'accessoire, savoir c'est quoi les éléments clés dans lesquels je devrais me concentrer. Puis moi, si je me redonnais un conseil, mon parcours, c'est des sillons, on apprend là, en affaires, mais le conseil que j'aurais dû me donner en premier, c'est de dire non plus souvent. Savoir vraiment qu'est-ce qui est important que je dois faire. Tu sais, comme moi, je simplifie ma vie aujourd'hui, il y a juste une poignée sur une main, je pourrais dire ce qui est important pour... Parce que la définition du succès, c'est monétaire, mais ça touche beaucoup d'autres facettes. Ça se résume à une poignée de trucs, puis ça devrait être juste le focus 24 heures à la fois. Puis si tu es capable, à chaque jour, d'avancer, de t'améliorer d'un cran, bien, à long terme, c'est sûr, ça va porter fruit. Un autre conseil, moi, que je me donnerais, par exemple, aussi, là, c'est l'importance de réseauter. Des fois, j'ai tellement focusé sur mon travail, puis tu veux te débrouiller tout seul, que tu oublies à quel point avoir un bon mentorat ou juste tes pairs, puis qui échangent des idées, qui ont un regard différent que toi, ça peut vraiment t'aider sur ta courbe d'apprentissage, puis la rendre beaucoup plus accentuée. Fait que, tu sais, moi, si je résume ça, là, c'est très large, là, mais je veux dire, tu peux pas être bon dans tout. À un moment donné, il faut que tu choisisses de focusser dans un point. C'est pas nécessairement de trouver ta passion. Des fois, c'est l'occasion que l'opportunité de ta vie te présente. Tu saisis celui qui est devant toi. Puis, ce que tu vas apprendre là-dessus, ça va polliniser ta prochaine aventure parce que c'est long, la vie. Puis, vraiment de focusser, trouver c'est quoi les éléments essentiels qui vont me permettre d'avoir du succès. Puis des fois, là, on oublie, là, mais le succès dans la vie, c'est souvent des règles tellement de base, mais qui ont si facilement qu'on va oublier. Puis c'est juste marteler ces points-là. Puis l'autre point, c'est un des secrets du bonheur, c'est d'être bien entouré. Ça, c'est certain. Merci infiniment sur ces paroles de sagesse. C'était super intéressant de t'avoir. Simon, est-ce que tu avais une autre question pour Simon en terminant? Ouais, moi j'avais une question. Je savais pas que tu allais venir sur le podcast aujourd'hui, mais je parlais à ma blonde récemment, puis je me disais, je pense que où est-ce qu'on est rendu, je devrais peut-être faire affaire à un planif, un conseiller, tu sais, parce que je m'aperçois qu'au niveau fiscal, légal, etc., à partir de quelle valeur nette, d'après toi, un bon investisseur autonome pourrait faire le switch de dire, tu sais quoi, je pense que là, c'est rendu peut-être assez gros ce que j'ai pour mes compétences. Puis je pense qu'il y a le conseil qu'on peut pas oublier que vous pouvez amener dans vos firmes qui sont quand même pertinents juste au niveau. Tu sais, moi, j'ai 2 incorporations, et je suis salarié encore, j'ai des REER avec la FTQ. À partir de quand, toi, tu dis, OK, ouais, je serais prêt à reprendre quelqu'un. Puis à partir de quand ça vaudrait la peine de faire ce switch-là? Oui, c'est du cas par cas. Nous, on a lancé une stratégie numérique à la fin de l'année dernière, puis j'ai été surpris de la réponse, puisqu'à l'origine, nous, on se spécialisait avec des clients, puis on se spécialise toujours avec des clients bien nantis, mais je réalisais que monsieur, madame, tout le monde
souvent, il y a des gens qui sont futés, dans le sens qu'ils vont lire sur les finances personnelles. Ils en savent assez. Puis là, des fois, ils travaillent avec un conseiller et ils disent, il me semble qu'il est bien sympathique, mon conseiller, mais je cherche un petit point, le petit edge de plus, puis je ne suis pas capable de le chercher. Fait que je vais m'occuper de moi-même mes choses, puis je vais économiser là. Puis là, il arrive à une étape que tu te dis, OK, je sens que je suis capable de mener ma barque seule, mais j'ai l'impression que si j'avais un ailier à côté de moi, ça m'amènerait à un autre niveau. Puis c'est là que ces gens-là vont chercher. Le chiffre, il n'y a pas un chiffre spécifique. Je pense que ça va avec la complexité de ta situation. Nous on accueille les gens à partir de 200 000 $. Quelqu'un qui a 200 000 en épargne, on ouvre la porte. Mais tu sais, honnêtement, quelqu'un qui cogne à notre porte et veut un son de cloche, ils ont 100 000 $, ça va nous faire plaisir de leur donner une rétroaction puis voir comment on va les aider. Mais je pense que quand on vient dans une situation où on a une propriété, on a plusieurs régimes, exemple de placement, que ce soit le CELI, il y a le CELIAP, il y a le REER. Si on ajoute une incorporation là-dessus, si on ajoute aussi la réalité qu'on est avec un conjoint qui a un fonds de pension peut-être, là, on a besoin d'avoir quelqu'un peut-être à 30 000 pieds dans les airs qui nous regroupe ça, parce que les gens, des fois, ils vont compartimentaliser. Quand ils parlent d'immobilier, ils parlent d'immobilier. Quand ils parlent de placement, ils parlent de placement. Puis ils ont un fonds de pension, mais à un certain moment, il faut tout regrouper ça. C'est ça qu'on fait pour les familles bien nanties, c'est qu'on va regrouper, on dit premièrement, la valeur nette est située où? C'est quoi tes actifs? Es-tu trop exposé dans un secteur? Des fois, les gens disent, je ne veux pas prendre de risque avec mes placements, j'ai 50 000, je ne veux pas prendre de risque. L'autre côté, ils ont une maison, ils ont un duplex, ils ont un fonds de pension. Mais là, on leur dit, écoute, si tu pousses le raisonnement, la majorité de tes actifs sont assez sécuritaires. Fait que ton 50 000, même si tu l'exposes à la bourse, puis tu vis des hauts et des bas, je pense que tu vas optimiser ta réalité financière. Fait que moi, comme je dis, c'est que lorsqu'il y a des enfants, lorsqu'il y a plusieurs régimes de placement, puis on a des avantages collectifs qu'on ne saisit pas tout l'essence, je pense que c'est le temps de faire des entrevues. Tu sais, même chose avec un comptable, avec un notaire, rencontrer plusieurs conseillers, poser des questions. Au fur et à mesure que vous allez poser des questions, vous allez raffiner votre réflexion, raffiner la qualité des questions. Parce que la qualité des questions que vous allez demander à votre conseiller devant vous, là, ça va donner la qualité des réponses que vous allez entendre. Donc, ma réponse à ça, c'est plus que ta situation se complexifie puis tu sens que tu es un peu en dehors de ton cercle de compétences, fais le tour. Puis peut-être que les personnes vont te confirmer que tu es encore bien aligné. Puis tu te dis, finalement, j'avais un petit doute. Ça m'a rassuré. Je pense que j'ai pas mal compris tout. Peut-être le conseiller m'a donné un petit conseil gratuit que je vais mettre pour peaufiner ma situation. Mais il va arriver des gens qui vont être capables d'être autonomes toute leur vie parce que leurs situations sont quand même simples. Mais quand on tombe dans des gens qui ont des esprits entrepreneuriaux, qui vont faire ils vont avoir des initiatives d'entreprise, d'investissement immobilier, puis ça se complexifie, je pense qu'avoir un conseiller nous donne une bonne on a un peu comme un VP finance personnel dans notre famille, puis ça va vraiment nous permettre de nous optimiser, puis aussi de te rassurer que tu es sur la bonne direction. Là. Parce que les gens ne réalisent pas, c'est optimiser sa situation, si tu fais juste un petit gain de 1 ou 2 % par année, là, sur 30 ans, 40 ans, c'est énorme. C'est 2 fois plus d'argent dans 35 ans, là, si tu fais 2 % de plus par année. Donc, ça vaut quand même la peine. Là. Parce que, tu sais, admettons, la question que j'avais, un peu l'interrogation, c'est de me dire, moi, honnêtement, là, j'ai comme 3 FNB dans mon portefeuille. Donc, that's it, that's all. J'ai ça depuis des années. Puis, c'est petit train va loin. C'est comme ça que je le vois. Puis, j'ai du canadien, mettons, de l'américain. Mais là, je me dis, bon, ben, il y a Lib, j'ai mon gym qui commence à être payant. Ça fait 1 an, puis ça va vraiment bien. Là, j'ai une bonne équité sur la maison. Est-ce que je devrais investir cette équité? Moi, j'ai été le chicken absolu. Il y a quelques années, je m'étais dit, tu vois, là, moi, la prochaine crise, là, moi, je mets toute ma liquidité de la maison en bourse. Puis la crise est arrivée en 2022, là. Ben, Ouais. j'ai pas fait, les babines n'ont pas suivi les bottines, comme on dit. Puis je me dis, est-ce que ça, par contre, quelqu'un comme toi, justement, avec ta firme, avec les conseils, pourrait justement dire, OK, bon, bah, tiens, tu as 500 000 d'équité sur ta maison, on va prendre ce 500 000, on va en placer un 100 000, 200 000, ou ça, c'est pas non plus ce que vous faites? Non, c'est exactement, c'est qu'on va pousser la réflexion. Fait qu'il y a plusieurs volets. Tu sais, exemple, premièrement, côté des bilans, il y a 2 côtés du bilan. Comme en ce moment, si tu as
une personne comme toi, est-ce que tu as des dettes? Est-ce que tu vis des renouvellements hypothécaires avec des hausses de taux d'intérêt? Ben, peut-être oublie le placement puis réduis ton fardeau de passif actuellement. Au niveau des actifs, est-ce que tu peux bonifier, est-ce que tu peux faire un effet de levier? Parce qu'une maison, ce n'est pas vraiment un actif productif. C'est pour la qualité de vie. Mais une maison, ça coûte de l'argent pour les taxes, l'entretien. Mais peut-être qu'on peut faire un effet de levier de 20 exemple, pour quelqu'un qui a le tempérament, il faut prendre ça en compte, pour des projets d'affaires, pour investir dans les marchés, pour investir en immobilier. Puis ça, je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui a une vue et qui va te proposer les opportunités. L'autre point, c'est que moi, je pense à toi. Tu sais, je sais que tu as une fille, tu as une conjointe, tu commences en patrimoine important. Est-ce que tu as une planification successorale? Tu sais, ça arrive de quoi demain matin? Puis ta fille, elle hérite de tout lorsqu'elle est mineure. Puis elle a 18 ans, puis elle a accès à tout ce capital-là. Puis il y a un petit chum qui donne une idée de projet de crypto-monnaie. Puis il dit, ben écoute, tu me finances, puis moi je fais le projet, puis on split ça 50-50. Je pense que tu vas peut-être mettre des rails pour un peu encadrer ton enfant. Puis aussi, quand ta fille va être plus vieille, elle a besoin d'être éduquée financièrement. Puis peut-être toi, tu vas donner les meilleurs conseils, mais tu es moins crédible que peut-être quelqu'un d'autre qui va donner. Le parent, il sera toujours moins crédible. Ah, je le vis aussi avec mes enfants. Le professeur, je peux pas le challenger. Là. Donc, non, définitivement, tu devrais. Puis, je pense que l'industrie, justement, se professionnalise de ce côté-là pour avoir une vue globale. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, quand vous rencontrez un conseiller, ne choisissez pas le premier conseiller qu'on vous présente. Ce n'est pas parce qu'il est à votre succursale ou qu'il a été référé par votre membre de votre famille que ça devrait être sine qua non votre premier choix. Interrogez les conseillers. Puis vous allez voir qu'à l'intérieur des milliers de conseillers qu'il y a au Québec, certains ont des protocoles très clairs, puis ils vont vous éduquer, puis vont vous amener à un autre niveau. Ben, c'est ce partenaire-là qu'on veut choisir. On ne va pas prendre n'importe quel comptable. On ne veut pas être opéré par n'importe quel médecin. Si on a un litige, on va choisir notre avocat. C'est la même chose du côté de la gestion de patrimoine. Absolument, absolument. Merci infiniment d'être venu sur le podcast. C'était super plaisant de t'avoir. Pour les gens qui ont des questions et qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, on va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Merci.